tout le monde a une paire de baskets. Oui. À part les populations hyper pauvres, mais même il y a des gens, voilà, sans baskets, ils arrivent à breaker. Oui, on se rend compte de son corps à partir de 10-12 ans. Oui. L'été 95, 96, déjà principalement avec le film La Haine. Okay. Donc il y a la scène dans La Haine, ça c'est une scène qui a marqué. C'est une scène mythique. Bienvenue à toi, Wari, en Guadeloupe. Merci beaucoup. J'espère que tu profites au maximum de ce beau temps. Tu t'es arrivé, ça fait pas longtemps, tu es en vacances en Guadeloupe. Oui. Petit séjour, 3 semaines. Et comment tu trouves l'île? Est-ce que c'est une découverte ou une redécouverte? C'est une redécouverte. C'est pas la première fois que je viens, c'est la 6e fois. Donc je suis venu, ça fait presque 10 ans que je viens. La première fois, c'est Guadeloupe. Nous sommes en Guadeloupe, on peut pas aller créole carrément. Peut-être pas, je comprends, mais okay. Bon, je suis pas encore bilingue. Ok, je vais pas abuser. C'est ça. Mais non, c'est pas la première fois, non. Okay. C'est une redécouverte. Donc, du coup, j'aimerais que tu parles de toi, et que tu te présentes un peu. Alors, moi, mon vrai nom, c'est El Waris Abdelkader, mais mon nom de danseur, c'est Wari the Warrior. J'ai grandi à Dijon. Moi, je viens d'une famille algérienne, donc je suis d'origine algérienne, mais j'ai grandi à Dijon, dans l'est de la France. Donc, je suis né, j'ai grandi à Dijon. J'ai découvert la culture hip-hop depuis mon plus jeune âge, parce que moi, je suis le plus petit de ma famille, de ma fratrie. On est 4 frères. Mes grands frères ont découvert le hip-hop déjà dans les années 80, quand c'est arrivé en France. Moi, j'étais petit, je suis né en 84. Donc, quand c'est arrivé, vraiment, ça arrivait entre 82 et 84 en France. T'as vraiment baigné dedans. On va dire que comme pas mal de gens dans des quartiers à Dijon et en France, j'ai baigné dedans, mais on va dire que j'ai redécouvert le hip-hop, ou du moins je m'y suis mis vraiment sérieusement en 96, donc à 12 ans. J'ai commencé par le break. Le break est un peu tout, parce qu'à l'époque on commençait, quand on se mettait à danser, on faisait aussi du break ou ce qu'on appelait du smurf. C'est un peu plus tard que j'ai appris que ça s'appelait popping, avec les différentes variantes. Donc voilà, j'ai commencé la danse en 96 à l'âge de 12 ans. Et puis quelques d'autres éléments du hip-hop aussi, un peu de graffiti, un peu de rap. Voilà, on essayait de faire tout, mais voilà, moi je me suis beaucoup spécialisé en danse, en break en particulier. Donc à partir de 96. Et depuis 96, j'ai jamais arrêté. Donc à Dijon, après j'ai eu pas mal de changements. J'ai un peu voyagé. Donc dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à aller à New York pour m'intéresser à ça, parce que voilà, c'était l'endroit où il fallait aller quand on est intéressé par la culture. C'est le passage obligé. Donc New York, dès que j'ai eu 18-19 ans, il y a des voyages assez réguliers à New York. Et donc le break, à partir de 96. Après, je me suis pas mal mis au funk styles en parallèle, à partir de 99-2000, où j'ai un peu plus étudié popping, boogaloo, locking. Et j'ai découvert aussi le rocking à partir de 2003-2004. C'est-à-dire qu'avant, je connaissais un peu, mais vraiment, le rocking traditionnel, ça a été grâce à Internet, au forum Internet et mes premiers voyages à New York, à partir de 2003-2004. Donc voilà, en gros, c'est ça mon parcours. Après, je pourrais te parler d'autres choses en détail, mais pour me présenter succinctement, c'est ça. Mais déjà, d'après ce que j'apprends, je vois que tu as vraiment baigné dans cette culture. Je pense que tu parles de tes frères qui t'ont fait mettre le nez, la tête dedans. Oui, voilà. Après, c'est culturel de toute façon. Donc à partir du moment qu'on est dans un certain environnement social, donc en France, dans certains quartiers, que ce soit de petites villes, moyennes villes ou grandes villes, à partir du moment qu'on est dans un quartier un peu populaire, cité HLM, etc., forcément, c'était le sport, c'était le foot. Moi, c'était plus l'époque basket, donc c'était le début de la NBA, l'arrivée de la NBA en France, du moins grâce à la télévision, donc avec les Jeux Olympiques de 92, avec la Dream Team, etc. Donc c'était soit le basket et le hip-hop. Tous les films, les premiers films, ça a été que j'ai vu, c'était Beat Street. Après, ça a été Breakin', qu'on a appelé Break Street 84 en France, Wild Style, Style Wars après, puis après les films comme Boys in the Hood, Menace to Society, Colors, etc. Donc c'est bien parce qu'en vrai, je me rends compte que je suis un peu plus âgé que toi, mais c'est à peu près le même parcours au niveau de la connaissance. Parce qu'effectivement, je commence à être adolescent un peu plus tôt. Et toi, du coup. C'est ça, parce que toi, t'es de quelle année?
Moi, je suis de 79. Ok, donc ouais. Attends. Tu vois? Mais je me rends compte que c'est à peu près au même moment. Oui. Parce qu'effectivement, quand la danse hip-hop émerge en France, ben, oui. Mais ça arrive relativement vite en Guadeloupe, parce que il y a des gens de mon quartier qui habitent en France et qui sont venus en Guadeloupe. Ciné guadeloupéen. Oui, mais moi, j'ai pas eu l'influence de ça. Non, je sais bien, mais parce que les gens, voilà, en France, ça a été beaucoup la référence pour le côté populaire, parce que c'est ça, grâce à l'émission. Même s'il y a des gens qui ont découvert le hip-hop avant le ciné, ou du moins qui n'ont pas été forcément impactés par l'émission. Et c'est important plus parce qu'en vrai, nous, en Guadeloupe, enfin, les gens de notre génération, Sydney ne les a pas impactés en vrai. Et après que lorsque les émissions sont arrivées, ils ont commencé à regarder, tu vois, tout ce qui est To Be Free, tout ça, et tu t'intéresses au truc pour comprendre. Parce que à cette époque, quand même en Guadeloupe, la télé, bon, c'est pas tout le monde qui avait une télé déjà chez soi. Oui. Et ceux qui avaient la télé, ben, ils n'allaient pas s'asseoir comme ça devant la télé, parce qu'on était très sur tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, je rejoins beaucoup ce que tu dis, ça ressemble un peu à mon parcours en soi. À la NBA aussi, je me suis forcément intéressé. Je n'étais pas du tout foot en vrai non plus, contrairement à la majorité des gars de mon quartier. Je n'étais pas du tout intéressé par le foot, j'étais plus sur le basket, donc je comprends. Bon, c'est ça, c'est toute la culture américaine et l'influence qu'on a eue grâce à la culture aussi. C'est cool. Donc je comprends complètement ton truc. C'est intéressant. On n'habite pas dans les mêmes régions, mais finalement, on se rencontre. Tout le monde, c'est ça. Mais en fait, en voyageant, en discutant avec pas mal de gens de notre génération, les gens qui ont découvert le hip-hop, ils ont tous un parcours similaire, en fait. C'est le même contexte, c'est la même influence. Alors, voilà, c'est pour ça que cette culture-là, ça a été un raz-de-marée, en fait. Bon, la culture américaine en général, avec toute l'influence de la musique, du cinéma, etc., et la culture hip-hop en particulier, parce qu'elle parle à toutes les populations, on va dire, d'un certain milieu social. Et ça, c'est mondial, quoi. En Amérique latine, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, dans le nord de l'Europe, dans le sud de l'Europe, en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud, c'est partout, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'universel. Et c'est bien que tu en parles en plus, parce que toi, tu as beaucoup plus voyagé que moi. Donc, du coup, le fait d'avoir beaucoup voyagé, tu as eu beaucoup plus de contacts que moi, donc tu l'as vécu encore différemment. Mais c'est super intéressant aussi parce qu'en vrai, beaucoup de gens pensent tout de même que le hip-hop, entre guillemets, chaque endroit, même s'ils ont leur même vision, ils pensent très souvent que non, c'est différent en Amérique latine. Certes, ça peut être différent, mais c'est toujours la même base de toute façon. Bah oui. Ça demeure populaire. C'est populaire. Et c'est un truc où t'as pas besoin d'avoir de moyens financiers. En gros, bah surtout pour la danse. À la limite, d'autres éléments où il faut quand même du matériel. Aussi, tu vois, quand tu veux être DJ, donc il faut trouver des platines. Après, il faut acheter des vinyles. Quand tu rappes, à la limite, bon, tu peux écrire. Ils te font un micro. Après un micro, puis après du matériel sonore pour quelqu'un qui va te faire des instrus, etc. Mais la danse, tout le monde a une paire de baskets. À part les populations hyper pauvres, mais même, il y a des gens, voilà, sans basket, ils arrivent à briquer. Tout le monde a un short ou un survêt, et tout le monde, à un moment donné, a réussi à avoir un poste radio cassette. On met une cassette, on récupérait des mixtapes, ou on récupérait des sons, même des sons qui passent à la radio ou à la télé. Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut faire facilement, en fait. Et t'as juste besoin d'un sol à peu près plat, un peu de son, et tout le monde a une paire de baskets et au moins un pote avec qui s'entraîner, tu vois. Et ça, c'est un truc universel, toujours. Et c'est un truc d'adolescent, en fait. Tout le monde a plus ou moins découvert ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que la plupart des gens avec qui j'ai parlé, même des gens des premières générations, c'est toujours à peu près entre... Maintenant, ça a peut-être changé, mais en tout cas, à une certaine époque, c'était toujours entre 12 et 14 ans. Ou entre 10 et 14 ans. La plupart vont dire, ouais, j'ai commencé à 11, 12 ans. C'est là où tu as toute l'énergie adolescente et tu as plein de spontanéité. Et puis, voilà, il faut que tu arrives à canaliser cette énergie. Et des gens ont retrouvé ça soit dans le sport, tu vois, basket, foot ou arts martiaux, ou dans la danse, quand on parle de hip-hop, tu vois, que ce soit le break ou popping, locking, etc. Souvent, c'est ça. Même des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous, même des Américains à qui j'ai parlé, m'ont tous dit, ouais, j'ai commencé le break à 12 ans. Et même les premiers b-boys, les premiers danseurs, ça a toujours été cet âge-là à peu près. C'est entre 10 et 17 ans.
Et en gros, la carrière d'un danseur, surtout les premières générations, ça s'arrêtait à 16-17 ans. Leur pic, c'était entre 12 et 17 ans, puis après, à 17 ans, ils passaient à autre chose. C'est spécial, c'est vrai, parce qu'en vrai, on se rend compte de son corps à partir de 10-12 ans. Oui. Donc, c'est vraiment le truc où on prend conscience un peu du corps, boum, on est dans cette culture, et après, très souvent, comme tu disais, à 16 ans, ben, on apprend autre chose de la vie. C'est ça. Et soit on se détache d'EF, oui. ou soit on reste dedans à vitam. C'est ça. Ceux qui restent, ils restent quasiment pour toujours. Et les autres, ben, c'est parce que la vie a fait que, parce que les études, le travail, des gens ils sont engagés dans l'armée, d'autres centres d'intérêt, il y a des gens qui ont envie de fonder une famille. Donc c'est pour ça que, en tout cas, traditionnellement, les premiers b-boys, ça a toujours été entre 12 et 17 ans. Et du coup, je pense qu'on garde cette énergie d'enfant toute notre vie. Ah, c'est ce qu'il faut. Parce que c'est cette énergie, ou cette spontanéité un peu adolescente ou même enfantine qui fait qu'on est hyper créatif. On se soucie pas nécessairement du regard de l'autre. Donc ça fait que, ou du moins ça nous aide à nous affirmer, à nous découvrir, et qu'on est hyper spontané, et puis l'espèce de jeu, de concurrence, de battle, etc. On retrouve ça beaucoup dans l'énergie adolescente. Et ça, c'est important de la garder. C'est quand on commence à avoir trop d'influence de l'âge adulte, le regard des autres, le jugement, parce que on a peur de se faire juger, parce que nous-mêmes on juge les autres, etc. On le perd, et puis après on est un peu moins libre dans son expression. C'est bien que tu parles de liberté, car je pense que la force de cette culture, c'est l'envie d'être libre. Oui. Et moi, en l'occurrence, ça m'a fait me diriger très vite vers les mangas. Ok. Et je me suis rendu compte aussi que quasiment tous les danseurs kiffent les mangas. Oui. Ou quand ils parlent de certaines choses, eh bien, cet esprit de liberté, d'ouverture d'esprit, elle est relativement présente en vrai. Aussi, après, il y a peut-être le fait de, tu vois, quand dans le hip-hop, alors nous on parle de la danse, mais ça peut être le cas par exemple dans le graffiti. Aussi, ouais. On a toujours un alter ego. Ça fait penser, tu vois, soit aux personnages d'animé ou de manga, ou de super-héros, tu vois, ceux qui sont plus DC Comics ou, tu vois, les autres, les Marvel. T'as toujours ton identité civile, et après ton alter ego. C'est pour ça qu'on a toujours un pseudonyme, un blaze, que ce soit en graphe ou dans la danse. Et justement, quand c'est ton alter ego qui prend un peu le dessus, bah là, en fait, t'es libre, parce que c'est le super-héros, entre guillemets, qui s'exprime, et c'est là que tu peux être toi-même. Donc, soit un peu en mode ninja, samouraï ou super-héros. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de danseurs se retrouvent dans l'univers des mangas, des animés ou des comics. Et c'est aussi parce que c'est l'âge auquel on a découvert le hip-hop. C'est généralement l'âge auquel on découvre la culture japonaise ou les bandes dessinées américaines. Je pense que ça joue aussi. Mais je pense que c'est beaucoup l'idée d'alter ego. On a tous un alter ego, et c'est souvent cet alter ego qui prend le dessus quand on est sur scène, quand on s'exprime sur un mur, ou quand on s'exprime dans un cercle. Je pense que ça joue. Pourrais-tu nous parler un peu de ton expérience, ou de rentrer un peu plus deep dans ton expérience sur la danse, de ta découverte de la danse en fait. Déjà en partant de ton quartier, de ta ville à toi-même. Alors moi, je viens d'un petit quartier qui est dans la banlieue de Dijon. Donc ma cité s'appelait Guilmer, donc c'est à Longwy. Donc Longwy, c'est une petite commune qui fait partie de la grande commune, la métropole de Dijon. Je pense que c'est une expérience assez, comme je disais tout à l'heure, assez similaire à toutes les expériences de quartier, de quelqu'un qui est né dans les années 80, qui a grandi dans les années 90. Donc un peu le sport, comme je disais, beaucoup de basket. Et j'ai redécouvert le hip-hop, parce que moi là, j'ai des souvenirs d'avoir vu par exemple Beat Street quand j'étais vraiment petit. Mes grands frères, ils avaient la VHS, et parce que c'était un truc qui était très populaire, c'était une VHS qui avait circulé dans les années 80. Moi, je pense que j'avais dû voir ça peut-être en 89, 90. J'ai le souvenir d'avoir 5-6 ans, d'avoir vu ce film, et je me rappelle le battle qu'il y a au Roxy, où il y a New York City Breakers contre Roxy. Moi, en fait, j'ai le souvenir quand j'étais gamin, je voyais les bleus contre les rouges. Il y avait un défi, c'est les bleus contre les rouges. Moi, c'est un truc qui m'a marqué, mais voilà, j'avais 5-6 ans. Je pense que je l'avais revu quelques fois, mais pas plus que ça. Mais j'ai redécouvert vraiment le hip-hop l'été 95, 96. Déjà principalement avec le film La Haine.
Donc il y a la scène dans la haine, ça c'est une scène qui a marqué. C'est une scène mythique. Surtout le premier passage de Nabil en fait. Donc Nabil Quintessence, il rentre, c'est lui le premier qui fait les passe-passe. Et moi je l'avais vu au cinéma. Donc j'avais vu genre cette scène sur grand écran. Ça m'avait marqué, je me dis ouais, mortel, j'ai envie de faire ça. Et à la même période, j'ai le souvenir que NTM avait fait comme une série de courts-métrages pour Canal+, parce qu'en fait c'est leur album Paris sous les bombes qui était sorti. Et ils avaient fait comme une espèce de mini court-métrage où il y avait 3 clips. Et voilà, ça a été scénarisé et dans les 3 clips, il y avait Tout n'est pas si facile. Ah oui, ok. Donc moi, il y a l'été où je vois la scène avec tous les danseurs de la haine, donc principalement Nabil, qui m'a marqué. Après, il y avait, je me rappelle que Blaise faisait les Thomas. Il y a le headspin, je pense que c'est Laurent qui fait le headspin à la fin. Laurent ou c'était Xavier actuel. En tout cas, je me rappelle que c'est beaucoup Nabil qui m'a marqué avec ses passe-passe. Donc c'est la combinaison d'avoir vu la scène dans la haine et Tout n'est pas si facile. Et Tout n'est pas si facile, c'est Blaise, Gabin et Xavier. Et en plus, tu vois, la combinaison graffiti et les 3 qui break. Je me rappelle que Blaise avait un survêt Adidas blanc à rayures avec les petites paires de gazelles. Ça aussi, ça m'avait marqué. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je suis repiqué, entre guillemets, ou vraiment piqué par le virus. Et là, je me dis, faut que je fasse ça. Donc ça, c'est ma découverte. Ça a été l'été 96. Et cet été-là, à Dijon, il y avait une espèce de programme qu'on peut appeler ça comme vacances pour ceux qui restent, en gros ceux qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances. Donc la ville organisait des trucs sur les... Exactement, et c'était au campus, sur le campus universitaire de Dijon, ça s'appelait Sport Campus en fait. Et donc en gros, la ville mettait à disposition toutes les installations du campus universitaire pour des activités sportives. Donc tu pouvais aller faire gymnastique, foot, le matin ils proposaient natation, etc. Et à ce truc-là, il y avait un gars de Dijon, mais d'un autre quartier, donc un b-boy qui s'appelle Nordine. Lui, son crew s'appelait Cool de Source. Et lui, il était là et il s'entraînait. Et on a vu, c'est cet été-là, que les gars de mon quartier m'ont dit « Ah, mais tu veux commencer à faire du break? Il y a un mec qu'on voit à Sport Campus, il break, tu devrais venir. » Donc je suis venu un après-midi. Et avec un ami d'enfance, on allait là-bas et j'ai vu ce gars-là, il avait déjà des connaissances en break. Donc je lui ai dit « Ah, montre-moi » et il m'a montré un six-step. Donc c'est le 20 août 96 que j'ai appris mon premier six-step. C'est pour ça que pour moi, c'est ma date que je retiens, c'est la date officielle où j'ai vraiment commencé à breaker avec un vocabulaire. Avant, tu vois, dans ma chambre, je remettais la VHS de la haine et j'essayais de refaire le passe-passe de Nabil ou les passe-passe de Xavier dans Tout n'est pas si facile. Donc voilà, ça c'est vraiment ma découverte, c'est l'été 96. Et après, des grands de mon quartier m'ont dit « Ah bah tu veux breaker, il y a tel gars, va à tel endroit, il y a des crews qui s'entraînent, c'est des mecs de la première génération. » Donc c'était 2 frères. Donc leur pseudo c'est Nike et Jedi. Donc c'était 2 frères, leur crew. À l'époque c'était JOK, mais après ils ont fondé un crew qui s'appelle Crazy Crew. Et eux ils s'entraînaient dehors dans un endroit à Dijon. Et on m'a dit d'y aller. Donc c'est pareil cet été-là. Une fois que j'ai appris le six-step avec Nordine, j'ai commencé à aller à leur entraînement et c'est là que j'ai découvert le break. Et un peu comme tout le monde, tu t'entraînes avec. Donc j'étais avec un ami d'enfance qui s'appelle Kedi Couder. Et on a commencé le break ensemble. Et on y allait, donc après c'est un peu comme tout le monde, tu vas à l'entraînement, t'apprends, tu regardes des vidéos, et tu connais un tel qui connaît un tel. Mon grand frère il me dit, il y a aussi tel crew, tel gars avec qui je suis au lycée, tu devras. Puis là il y a des VHS qui circulent, là on commence à voir première VHS donc c'est Battle of the Air 95, après Battle of the Air 96. Le Battle de France. Non, l'international, celui qui est en Allemagne là. Ouais, le 95 où c'est Family, justement, c'est les Français avec les Italiens. Et justement il y en a mis dedans. Puis les Allemands, donc c'est ouais. Première vidéo, c'est Battle of the Air 95, 96, Radiotron 96, donc c'est mythique. Et ensuite la VHS de Storm. Donc ça a été aussi ça a été un événement marquant. Donc voilà, en gros, c'est à peu près ça. Donc 96, la découverte, et petit à petit l'entraînement, d'autres potes de quartier, on fait notre premier crew. Et puis voilà, donc pour t'en dire plus, moi j'ai toujours été intéressé par l'histoire, toujours été un peu curieux. Donc dès le début, genre, je veux savoir d'où ça vient, c'est quoi les noms des pas, tu vois, même les termes originaux, tu vois. Donc au début on me disait, bah ça s'appelle une coupole, ça on dit tourner sur la tête, ça s'appelle un passe-passe, mais très vite, par le biais des VHS que j'ai vus, ou c'était des VHS de cours, parce que c'est un mec de mon quartier qui avait pas mal de VHS, qui me prêtait des VHS où je voyais un vieux truc américain des années 80 où il montrait un peu comment faire wave, hand glide, etc. C'est là que j'ai commencé à apprendre les premiers termes originaux. Que c'est pas un passe-passe, que c'est footwork,
qu'une toupie c'est backspin, on dit headspin, etc. Donc j'ai toujours été curieux et intéressé par la culture et l'histoire. Pareil en voyant Beat Street à New York, ah ça c'était le crew, ah ça c'était le DJ, ah ça c'est Cooler, etc. Donc très rapidement j'ai essayé d'emmagasiner le maximum d'informations. Donc dès que j'avais une VHS, un magazine, j'essayais de récupérer ça pour avoir le maximum de connaissances ou d'infos, on va dire. Et puis comme je te disais, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai mis de côté, j'ai fait un passeport, j'ai eu l'occasion d'aller à New York et après... Mais quand tu as été, ça a fait quel effet d'arriver sur les places dont tu après, rêvais, entre guillemets? C'est un peu comme tout le monde. Ils vont te dire, la première fois que je suis allé à New York, c'était comme dans un film, parce que c'est quelque chose que tu vois dans les films, les taxis jaunes, l'espèce de bouche d'égout, il y a la fumée qui sort de bouche d'égout, le métro, l'ambiance, donc t'as l'impression d'être dans un film. Moi, j'avais l'impression d'être dans Beat Street. Donc, tu vois, c'est un peu ce truc-là. Puis voilà, à 18 ans, c'est le premier gros voyage. Les seules fois où j'avais voyagé, c'était soit pour aller en Algérie, pour ma famille, et il y avait l'Allemagne pour aller au BOTY 2000. Donc, ma première fois que je suis vraiment sorti de France pour un battle, c'était en 2000. J'avais 16 ans. On était parti avec, pareil, tout mon crew et puis les gens de mon quartier pour BOTY. Mais tu vois, New York, c'est encore c'est le level au-dessus. Donc, ouais, c'est l'idée de tout ce que j'ai vu en VHS, dans les documentaires, dans les reportages ou dans les films, en fait, je suis dedans. Donc, les premières fois, tu te promènes à droite à gauche, tu essaies de repérer des magasins, de ce genre de choses. Voilà, moi, je suis allé à New York en mars 2003. C'est la première fois. Il y avait quand même le début d'Internet. J'avais un petit peu Internet, mais il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc, c'était un peu difficile de trouver des adresses, etc. J'avais quand même trouvé des adresses de magasins. J'avais trouvé quelques flyers où j'avais pu aller à un battle. Et j'étais allé à un entraînement. Parce qu'à l'époque, c'est le début de forum qui s'appelait B-Boy World. C'est l'époque du début de... Il y avait bboy.org, bboy.com, style de ouf, mais il y avait B-Boy World. Et là, j'avais commencé à converser avec des gars de New York et je leur avais dit, je vais venir en visite. Et c'est comme ça que j'ai pu aller au moins à des entraînements. Donc, ils s'entraînaient à Manhattan, c'était sur la 17e, si je me souviens bien. Donc, ça a été les premiers entraînements. Donc, 2003, premier voyage à New York. Et puis, régulièrement, après, j'essaie d'y aller 1 à 2 fois par an. Si je me trompe, à Manhattan, il y avait beaucoup de training, non? Oui. Parce que je me rappelle, sur B-Boy World, on voyait pas mal de training sur les forums. Oui. Ils annonçaient pas mal de training, de battles. Surtout l'été, mais moi, voilà, mars, c'était... il y avait quand même encore de la neige, donc c'était quand même l'hiver à New York, il est assez rude. Donc, tu vois moins, par exemple, de gens qui dansent dans la rue. Alors que quand il va l'été, tu vois des mecs qui dansent carrément dans la rue, quoi, qui font des street shows, tu vois. Donc, que ce soit à Times Square, à Union Square, à Coney Island, à Central Park, tu les vois. L'hiver, c'est un peu plus... Donc, il faut connaître les adresses pour aller aux entraînements, souvent dans des gymnases ou dans des... ils appellent ça des centres communautaires, mais c'est l'équivalent des MJC, en fait, ou des centres sociaux, tu vois. C'est ça. Et donc voilà, j'ai commencé à y aller 1 à 2 fois par an. Et comme je te disais, j'ai découvert pas mal de styles de danse. J'allais à des événements et c'est là que j'avais découvert quand même le rocking. Et j'ai commencé à y aller. Donc je suis rentré en contact grâce à ces forums-là avec un ancien qui s'appelle PJ, avec Break Easy et PJ. Donc c'est des anciens rockers de Brooklyn. Donc j'étais rentré en contact avec eux sur les forums. C'est là que j'ai commencé à apprendre via l'équivalent de Messenger. À l'époque, c'était AOL, Instant Messenger. Et alors surtout, PJ me coachait un peu, il me disait le rocking, c'est ça. C'est pas vraiment ce que tu vois dans Beat Street, c'est la scène dans le métro. C'est un peu plus complexe, c'est plus complet. Nous, à Brooklyn, on est vraiment spécialisé là-dedans. On appelle ça le Brooklyn Rock. Il y a plusieurs noms, Rock Dance, Rock, Up Rock, Brooklyn Up Rock. Et donc là, il commençait à m'expliquer, ok, ça c'est un jerk, ça c'est du freestyle, ça c'est des burns. Et on chattait comme ça sur Internet. C'était aussi le début des appareils photo numériques. Donc j'avais réussi à récupérer un petit appareil photo numérique où tu pouvais te filmer en 1 minute. Tu n'avais même pas le son, parce qu'il n'y avait pas la carte son. Donc en fait, j'ai envoyé des clips sans le son. Après, j'ai réussi à récupérer un appareil où il y avait le son. Et pareil, je lui disais, écoute, il faut corrige-moi. Lui, il me disait, là c'est plutôt pas mal, mais t'as trop l'air encore d'un b-boy. N'oublie pas que le rocking, c'est antérieur au break. C'est pas la même chose que du break. Là, il me dit, t'as trop une attitude de b-boy. Faut vraiment que tu aies la bonne esthétique et la bonne attitude du up rock ou du rocking. Et je lui ai dit, montre-moi. Il a dit, ok. Et là, lui aussi, il a commencé à se filmer. Et c'est comme ça que lui, il a commencé à redanser. Parce qu'en fait, il avait plus ou moins arrêté. Il chattait avec les gens sur les forums. C'est plus un mec qui faisait du graffiti et il avait son business de sérigraphie. Il faisait il est un peu infographiste en fait. Il fait l'infographie, la sérigraphie et pas mal de logos et design pour les gens.
Et petit à petit, il a commencé à redanser parce que je lui disais, envoie-moi des clips, envoie-moi des clips, envoie-moi des clips. Et après, il m'a dit, ouais, mais le mieux quand même, c'est que tu viennes passer du temps avec nous. Ce sera, il y a rien de tel plutôt que je t'envoie des clips et qu'on échange. Et moi, je lui avais dit, écoute, oui, moi, je viens déjà à New York, je suis habitué à venir à New York. Il m'a dit, moi, j'habite à Brooklyn, ce style-là vient principalement de Bushwick. Et je dis, Bushwick, oui, la première fois que je suis à New York, je suis resté à Brooklyn, dans le quartier de Bushwick. Donc, ouais, le hasard n'existe pas. Mais je connaissais déjà le quartier de Bushwick. Mais pas pour, à la base, j'allais à New York pour aller à New York et c'était à Bushwick que je logeais parce que c'était le moins cher que j'avais trouvé. C'était une auberge de jeunesse à Brooklyn et il s'avère elle était à Bushwick. Et je lui ai dit, oui, pas de souci. Il m'a dit, viens, il reste un moment, tu vas pouvoir t'entraîner avec nous. Et donc là, on a conversé 2003, 2004. Donc, je crois que c'est 2004, je suis allé juste une semaine, mais c'est l'été 2005 où je suis resté un mois avec eux. C'est vraiment là où je me suis imprégné du rocking. J'ai fait des interviews avec eux, avec King of Prog, Breakeasy, PJ, Dan Lish. À l'époque, ça s'appelait Dan Douce, mais c'est Dan Lish, donc c'est l'illustrateur qui a fait les illustrations pour mon livre. Donc j'avais fait des interviews avec eux. Donc c'était l'été 2005. Et là, je me suis entraîné tous les jours avec eux, principalement avec Breakeasy, parce que c'est lui qui coachait beaucoup les gens à ses entraînements. Donc tous les soirs, il a un spot à Brooklyn qui s'appelle McCarran Park. C'est un parc où il y a une piste d'athlétisme. Et tous les soirs, les gens ils viennent s'entraîner. Lui, il ramène son lino, son poste, il déroule le lino. Et ceux qui veulent s'entraîner, ils viennent s'entraîner. Et ceux qui veulent apprendre, lui, il enseigne gratuitement, que ce soit le break ou le rocking. Donc tous les jours, j'étais avec Breakeasy, je voyais PJ, King of Prog, et à la fin de cet été-là, ce mois, King of Prog m'a demandé d'intégrer leur crew. Donc leur crew, c'était Dynasty Rockers. Il m'a dit, est-ce que tu veux intégrer le crew pour être un peu le représentant européen? Il y avait déjà un Européen qui avait intégré le crew. Il s'appelait Antonio. Il vient de Suisse. Antonio ou Tony Sicily, il avait plusieurs blazes. Mais il était déjà... Tony Sicily, parce qu'il est d'origine sicilienne. Mais il n'a pas été... c'est un gars vraiment underground. Et son crew, c'est Cool Click. Et eux, ils sont de Suisse alémanique. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, ils sont pas loin de Zurich. Je ne sais plus si c'est Thun ou Zurich, mais ils sont dans le coin, petite ville de Suisse alémanique. Et eux, ils étaient déjà, ils ont découvert ça déjà à la fin des années 90, mais ils étaient vraiment underground. Ils n'avaient pas vraiment diffusé ça en Europe. Et King of Prog m'a dit, oui, il y a déjà Antonio, mais Antonio, en 2005, il était déjà moins actif. Il faisait partie de la famille Dynasty, mais il n'était pas trop impliqué dans la scène internationale. Okay. Donc il m'a demandé si je voulais faire partie du crew, j'ai accepté. Et c'est comme ça vraiment que je me suis mis très à fond dans le rocking. Parce que voilà, j'ai découvert ça en 2003-2004. J'ai l'impression que personne en faisait et j'avais l'impression d'avoir découvert un truc un peu underground et puis tu vois, c'était assez particulier parce que c'est quelque chose qui est antérieur au break mais qui a beaucoup influencé le break, tu vois. Grave. Et donc voilà, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une autoroute devant moi. Je me dis, j'ai découvert un trésor mais personne le connaît, personne le développe, donc j'allais chercher sur les forums, tu vois, style de ouf, B-Boy World, ok, qui fait du rocking à droite à gauche, un gars par-ci, un gars par-là, mais qui était un peu à la New York, mais qui avait appris genre 3 ou 4 pas avec Breakeasy ou King of Prog, qui était revenu, qui connaissait un peu, mais qui n'était pas vraiment à fond, genre je veux apprendre, je veux développer ça, je veux connaître l'histoire des crews, etc. Donc en France à l'époque il y avait personne, et un petit peu en Europe ça se développait, et c'était plus, il y avait quelques gars en Californie, un ou deux gars à New York de la nouvelle génération, des gars de mon âge. Ils étaient genre 2 ou 3, pas plus. C'est des gars comme Wack, Nemesis, un gars qui s'appelle Main Event, donc c'était des gars de Break School, parce que eux, ils allaient beaucoup s'entraîner justement au spot de King of Prog et Breakeasy. C'est comme ça qu'ils ont beaucoup découvert le rock dance traditionnel. Donc il y avait juste 2 ou 3 gars à New York de ma génération, 2 ou 3 gars en Californie qui commençaient. Il y avait mon pote Smooth au Canada, Crazy Smooth, lui aussi, il avait vécu à New York et c'est à peu près à cette époque-là qu'il a découvert aussi. Et lui, il venait d'intégrer le crew. Donc lui, il a intégré le crew, je pense peut-être un mois avant moi, tu vois. Moi, c'était juillet. À la fin, ouais, c'était parce que je suis resté de mi-juin à mi-juillet. Donc moi, j'ai intégré Dynasty en juillet 2005 et je crois que lui, il avait intégré ça peut-être en avril ou mai. Donc c'était assez récent parce que King of Prog, il voulait créer un peu une nouvelle génération de Dynasty. Donc il y avait Crazy Smooth, Foots, Cole Chris, eux ils sont de Californie, ils sont de Sacramento. Il y avait Numbers, mais il était plus ou moins de la génération avant nous, avec Danny Boy qui était de la génération avant nous, et puis moi. Donc en gros on était 5 ou 6 du nouveau cru de Dynasty. Donc c'est comme ça que j'ai intégré Dynasty en 2005 et un peu
pas une mission, mais en tout cas, on m'a dit, ok, c'est à toi de, en tout cas en Europe, d'aller diffuser un peu. Diffuser un peu. C'est ça. Okay. Donc au début, je leur dis, mais moi, je débute, etc. Je dis, non, c'est pas grave, va aux événements, rock, va dans les cyphers rock pour me leur montrer en gros qu'il y a une différence entre le break, le top rock, qui est une composante du break, et le rock dance traditionnel. Donc voilà, je vais pas être trop long, mais c'est comme ça que j'ai découvert vraiment ça a été mon parcours, mon évolution. Et à partir de 2005, parce que j'ai intégré Dynasty, il y a eu aussi l'explosion des réseaux sociaux. Oui. Donc c'était beaucoup MySpace à l'époque. Et les gens, en fait, comme ils ont vu sur le site de Dynasty et un petit peu sur MySpace que je faisais partie de Dynasty, au début, les gens pensaient que j'étais américain. Et puis assez rapidement, sur le site, ils ont vu que je venais de Dijon. Donc c'est comme ça qu'il y a certains Européens qui m'ont contacté, même des Français. Donc je pense à Kerwan, un mec qui est du sud de la France, qui m'a dit, qui m'avait contacté sur Style de Ouf, je pense, ou sur B-Boy World. Ah, mais j'ai vu que tu étais de Dijon, tu fais partie de Dynasty. Tu vois, il avait vu quelques vidéos, il commençait à s'intéresser au rocking, des mecs en Pologne. Et ça a été comme ça que les gens se sont dit, bah, on a un mec qui fait partie de Dynasty qui est en Europe. Ce sera peut-être plus facile déjà de converser avec lui et ce sera plus facile de le faire venir lui que de faire venir le Breakeasy ou Clean Prod parce que le billet d'avion coûte cher, etc. Donc c'est comme ça qu'on a fait appel à moi pour des premiers workshops. Donc même chose, j'ai demandé à mes mentors, entre guillemets, j'ai demandé aux anciens, ok, est-ce que c'est cool si je donnais un workshop parce que moi j'ai pas encore beaucoup d'expérience. Ils ont dit, bah vas-y, en gros on te donne l'approbation, tu peux y aller, diffuse le truc, à partir du moment que tu perpétues la tradition et que ça reste vivant, entre guillemets, bah vas-y. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à donner des workshops à partir de 2007. Et c'est comme ça qu'il y en a eu beaucoup. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de voyage, bah, c'est grâce à ça que j'ai beaucoup voyagé. J'avais commencé à voyager à New York et un petit peu dans les pays limitrophes. Toi, quand tu es dans l'Est de la France, bah, tu vas facilement en Suisse, en Allemagne, en Belgique. Mais les autres pays, bah, ça a été grâce au rocking et par ce biais-là, en fait, parce que je faisais partie de Dynasty à l'époque et qu'on me faisait appel à moi pour des workshops. Donc c'est comme ça qu'après, j'ai vu... là, aujourd'hui, je crois, à 37 ou 38 pays... depuis. Il y a quelques pays que j'ai fait beaucoup de fois, genre la Pologne, pas mal de pays européens, forcément Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Finlande, Suède, ça je les ai fait peut-être une dizaine de fois chacun, et un peu partout dans le monde. Voilà, après Taïwan, Brésil, et après j'ai habité au Canada pendant 3 ans aussi, de 2010 à 2013. Mais si en termes de walking pour le coup, donc c'est-à-dire que toi tu as vraiment vu les différences qu'il y a à travers chaque pays par rapport au parce que le rocking c'est pas une danse qui est très répandue en vrai. Encore aujourd'hui, ce sont plus des anciens qui sont, quand je dis des anciens, je parle de gens de notre génération, je parle pas de la nouvelle génération. Que la nouvelle génération, j'en ai pas vu tant que ça intéressé par le rocking. Bah, ça commence. Alors maintenant, il y a eu comme encore un renouveau. Il y a eu la vague dont j'ai fait partie, on était peut-être une dizaine, une quinzaine de jeunes dans le monde, et ça a été grâce au début au forum, puis après au début de YouTube, parce que tu vois YouTube, moi je crois les premiers clips que j'ai postés sur YouTube, ça date 2005. Je crois que YouTube ça a été créé en 2004 si je dis pas de bêtises, parce qu'avant, en tout cas je me souviens, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des vidéos YouTube avant 2004. 2004-2005 ça doit être le début, je pense. Ouais, peut-être. Peut-être, mais moi, je n'ai pas le souvenir non plus, quoi. Et en tout cas, notre génération, voilà, c'était plus les forums. Et il y a eu un clip d'un gars qui s'appelle Moon Cricket, qui est vidéaste et qui s'était déjà beaucoup intéressé au rocking, qui avait fait beaucoup d'interviews avec des anciens. Et lui, il avait fait une vidéo, justement, qui mettait à l'honneur le rocking. Il voulait mettre à l'honneur la nouvelle génération. Et son clip s'appelle Rocker Sampler. Et c'est un truc qui a un peu explosé sur YouTube à l'époque de MySpace. Donc, la vidéo date de 2006. Et ça, nous, voilà, il y a eu cette génération-là où les gens ont découvert le rocking grâce à cette vidéo. Et aussi grâce aux vidéos de King of Rock et après par la suite Seven Gems avec Ken Swift et tous les anciens qu'il a rassemblés autour de lui. Sans te couper, là je me rappelle pour le coup un clip de Tony Coca. Oui. Donc DJ Tony Touch. Bah, Tony Touch c'est de Brooklyn. De Brooklyn, donc c'est Spanish Harlem à la base. Et je me rappelle du clip qu'il avait fait avec Booken Clip, où il fait son Thomas. Ça date déjà de, je crois, 97, 98, si je ne me trompe pas. Et après, il a refait un clip où il mettait plus en avance
tout le Rocksteady. C'est ça. Et il y a un moment, il faut une Apache Line à la fin. Il y a Fable, Crazy Legs, etc. Je crois que c'est, 2002, 2003. Exactement. Si je me trompe. Exactement. Après, c'était pas vraiment du rock dance pur parce que c'est pas des mecs de Brooklyn qui ont été. Mais en tout cas, ça mettait à l'honneur un peu en avant ce style et ils étaient vraiment en position de Apache Line. Donc, comme je te disais, moi, je faisais partie de la génération un peu forum. Les gens ont découvert avec le début de YouTube et les clips un peu qui ont circulé sur MySpace, sur B-Boy World, etc. Et puis là, il y a eu un creux de la vague plus ou moins, ou du moins c'était hyper underground. Et je pouvais te dire, ok, dans tel pays c'est un tel, dans tel pays c'est un tel. Mais sur l'échelle mondiale, on était peut-être une vingtaine, pas plus, tu vois. En tout cas, de ma génération, je parle pas des anciens. Et là, depuis, on est quoi, en 2020, depuis une dizaine d'années maintenant, 10-15 ans, il y a eu encore un renouveau, mais ça c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc là, maintenant, grâce à Facebook au début, et après Insta, TikTok, etc., là, il y a eu une explosion de jeunes qui s'intéressent au rock dance traditionnel, au rockin, via des crews qui sont reformés, des crews de New York, qui ont voulu, un peu comme Dynasty a fait en 2005, reformer une nouvelle génération. Et là, ils recrutent plein de monde. Donc en gros, ils ont des chapitres dans le monde. Donc en gros, la maison mère, elle est à Brooklyn. Et puis, ils vont avoir le chapitre à Taïwan, en Corée, au Brésil, au Mexique. Comme Dynasty a eu plusieurs chapitres. Donc voilà, moi, j'étais le chapitre français. Et puis, ça s'est développé avec l'Espagne, le Canada, la côte ouest des États-Unis, ensuite la Russie. Donc, il y a eu une grosse vague en Russie. Donc là, je pense que ça fait 10-15 ans qu'il y a de plus en plus de crews et de plus en plus de gens qui rockent. Après, est-ce qu'il y a des différences d'un pays à l'autre? Pas tant que ça. Moi, en tout cas, ça reste que mon avis personnel. Justement, comme chaque crew a sa maison mère un peu à New York, les gens, ils essaient de respecter vraiment le style de leur crew et de leur esthétique, leur façon de faire. Donc, en gros, si tu fais partie de Dynasty, tu vas danser d'une certaine manière. Si tu fais partie de Mastermind, tu vas danser d'une certaine manière. Si tu fais partie de DVD, tu vas donc même que le gars il soit mexicain, colombien, taïwanais, sud-coréen ou allemand, en fait, tu dis en fait, t'es en train d'imiter ton mentor, OG, qui vient de Brooklyn et qui danse plus que comme il dansait à l'époque. À l'époque, oui. Parce que généralement, les gens ont découvert le rockin en voyant des OG, mais qui n'avaient pas dansé depuis longtemps. Tu vois, si t'as découvert le rockin en 2015, même en 2010 ou en 2012, là, le gars que t'as vu, ça faisait déjà peut-être 20 ans qu'il rockait plus vraiment, il s'y est remis, plus la même esthétique, plus la même forme, il a mal aux hanches, il y en a qui ont des problèmes de genoux, donc ils ont plus la même esthétique. Alors que ce qu'il faut se dire, en tout cas ça c'est mon point de vue, c'est quand tu les écoutes parler, ils vont dire ouais, nous à l'époque, on était vachement dynamique quand on faisait du rocking, on faisait des battles, des fois on faisait des grands écarts à la James Brown ou à la manière des Nicholas Brothers, où on faisait des saltos arrière, des trucs. Et là, c'est ce discours-là qu'il faut essayer d'adapter, se dire ah ok, je vais utiliser toute l'énergie que j'ai de par mon parcours, parce que on est tous soit popper, locker ou b-boy, ou certains ont fait des arts martiaux, certains ont fait de la capoeira, donc ils sont capables de faire des acrobaties, ils sont capables de faire des grands écarts ou des demi-écarts. Donc utiliser ce discours-là et l'appliquer à maintenant avec l'énergie que tu as maintenant. Et pas juste imiter un OG qui malheureusement a des... Il peut pas pousser plus. Il peut pas descendre jusqu'au banc quand il fait un jerk. Donc c'est la raison pour laquelle je te dis aujourd'hui, malheureusement, Internet, c'est un peu une arme à double tranchant. C'est-à-dire que le côté positif, c'est que n'importe qui peut découvrir le rocking et être en contact avec des OG, et puis rentrer dans des crews. Et en plus, il y a l'instantanéité. Avant, il y avait un battle, c'était 6 mois ou 1 an après que tu avais la VHS. Oui. Et quand tu voyais la VHS, le mec que tu as vu dans la VHS, il avait déjà trouvé d'autres moves, il avait déjà d'autres passages. Et il avait déjà changé de style. Maintenant, c'est instantané. La personne, là, tout de suite, là, on se filme, on va le poster sur Insta, on va même faire un live, les gens vont le voir en direct. Donc, il y a cette instantanéité. Donc, quelque part, c'est génial parce que tout le monde peut communiquer avec tout le monde en temps réel. Ça est diffusé de manière virale. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est un peu uniformisé, c'est que tout le monde ressemble à tout le monde. Et c'est un peu aseptisé. C'est-à-dire que personne n'a vraiment, tu vois, alors que tu dis, bon, si on parle de rocking, mais je peux parler de break ou même en funk styles. Par exemple, moi, si je vois un rocker guadeloupéen, je vais voir sa touche guadeloupéenne. Je veux voir une saveur guadeloupéenne. Je veux pas nécessairement qu'il réinvente une nouvelle danse. Non. Mais je veux voir du rocking à la sauce guadeloupéenne. Oui. Je veux voir, si un mec qui vient de France hexagonale, je veux voir du rocking de France. S'il vient de Taïwan, je veux tout de suite le reconnaître. Comme à une époque où, moi, quand j'ai commencé le break, je vais te parler de la France, qu'au début, tu vois un peu les VHS, mais quand tu sors de chez toi, tu vois que la France. Des fois, tu reconnaissais le style
de la ville, même des fois dans certaines grandes villes, même de quartier, tu vois. À la manière de s'habiller, à l'esthétique, oh, tel quartier ou telle ville, c'est plus des phaseurs. Genre, tu vois, nous, Dijon, on n'est pas trop loin de Lyon. Lyon, ils ont toujours été connus pour des grosses phases. Oui. Après, c'était plus les tricks, on va dire, mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était à Lyon, si tu veux apprendre des Thomas, des couronnes, même le début des vrilles, c'était à Lyon. Oui, à Lyon, ça phasait. À Paris, c'était. C'est devenu Paris, c'était plus les passe-passe, on va dire une certaine touche particulière, mais à Strasbourg, vous avez une touche particulière. Dijon, moi, j'estime qu'on avait une touche particulière. Et d'une ville à l'autre, tu pouvais reconnaître les styles. Et c'est pareil, tu vois, d'un pays à l'autre. Ok, les Japonais dansent comme ça. Ah, lui, c'est un Européen de l'Est. Même aux États-Unis, Miami, tu vois, la Floride, ils ont un style particulier. New York, il y a un style particulier. Texas, on reconnaît. Californie. Mais là, maintenant, je vais te montrer un b-boy américain, je vais te dire, ouais, c'est un b-boy. Le mec, il va danser d'une certaine manière, mais peut-être qu'un gars en Pologne, en Ukraine ou en France, il va danser de la même manière. Parce que c'est un peu uniformisé. En rocké, malheureusement, on est en train de prendre ce chemin-là et je trouve ça un peu dommageable. Donc c'est important en fait que les gens disent on respecte le format original, il faut respecter la tradition, parce que c'est important qu'en fait la tradition, c'est ça, de la perpétuer, c'est hyper important. Donc tu as la théorie, le rocking c'est ça, sur telle musique, Apache Line, on fait du freestyle sur telle partie de la musique, on fait des jerks, telle partie de la... En fait tu as le format, tu as le squelette, mais après ce que tu vas mettre autour c'est ta touche, mais comme en break en fait. En break, on a une formule, t'arrives, tu rentres, top rock, go down, footwork, après tu peux mettre power moves, freeze, ce que tu veux. Mais t'as la structure, après chacun va le mettre d'une certaine... Ça touche. Et, je rejoins pleinement ce que tu dis parce que dans tout le debout, c'est exactement ce qu'on retrouve, où on a l'impression qu'il n'y a que des clones quasiment. C'est toujours la même façon de danser, d'entrer ou de sortir. Et pourtant, il y a de multiples bases, mais on retrouve tout. Dans le break, c'est pareil. Je trouve que beaucoup de gens sont partis dans la performance, pour le coup. Oui. Alors, il y a de ça, je pense, quand il y a eu l'arrivée de Benji, on a beaucoup apporté de critiques par rapport à sa façon de faire. Et je suis OK avec ça, parce qu'il a ramené quelque chose de différent. Beaucoup de gens ont rejeté ça. Mais finalement, aujourd'hui, ils font que ça. Sans se rendre compte que Benji, en fait, il avait les bases. Oui. Il avait les bases et il est juste parti dans ce côté abstract. Oui. On a rejeté et puis maintenant, je retrouve quasiment que des performeurs. La nouvelle génération, je trouve. C'est pas ce qu'ils font que ça soit beau ou pas, mais ça ressemble à la performance, c'est moins de la danse. Ouais. Après, ça dépend où on a toujours des perles. Oui, il y a toujours des perles. Mais je trouve que le public est plus attiré par ça, par ce côté performance, parce qu'ils sont intéressés par la performance et non par la danse. Ouais. Parce que c'est plus ce qui est mis en avant aujourd'hui. C'est pour ça que je te rejoins complètement, où le fait de rester que sur les médias, ça met en avant ce qui est bien, mais en attendant, tant que ça saute pas, ça galope pas, Mais c'est ça. Après, tu vois, ça rejoint aussi ce que je te disais tout à l'heure. On est de la génération. Là, en ce moment, c'est un peu l'ère des réseaux sociaux. Peut-être que dans 10-15 ans, ça va changer. Hein. Ça va être peut-être autre chose. Mais là, c'est l'instantanéité. Et puis, c'est le côté presque reels de 15 secondes ou 20 secondes. C'est-à-dire que ton attention, elle est hyper réduite. Si, en gros, ta vidéo, ton truc, si au bout de 15 secondes, il n'y a pas un salto ou un tricks ou 20 tours de 90 ou un truc hyper spectaculaire, et en fait, tu swipes, tu passes à autre chose. Donc ça va être difficile d'attirer l'œil de quelqu'un ou de l'attirer vers quelque chose d'un peu plus subtil avec de l'artistique. Il faut trouver. Il y a des gens qui sont hyper créatifs et qui arrivent quand même à attirer ton attention en 15 secondes, mais il y a un peu ce côté-là. Donc maintenant, c'est très vite, c'est tout de suite, très vite, servi sur un plateau. Et malheureusement, ça va manquer de substance, ça va manquer de profondeur. Mais ça vient avec le temps, avec la maturité, ou comme on disait tout à l'heure, ceux qui vont vraiment se mettre dedans, finalement, ils vont le développer plus tard. Et ça dépend s'ils sont bien entourés aussi. Oui, l'entourage est super. Le mentorat, c'est hyper important. Mentorat, Donc s'il y a un grand qui va te dire, OK, prends ton temps, fais ça, tu me remercieras plus tard. Oui, apprends des tricks, apprends ça, oui. T'es jeune, t'es capable de faire des mouvements très spectaculaires, apprends-les. Mais n'oublie pas, si
N'oublie pas ça. N'oublie pas de travailler telle base. Travaille toutes tes bases dans les deux sens. Travaille tes top rock, travaille tes descentes. Essaie d'apporter une touche originale. Étudie l'histoire. Va parler aux anciens. Même si leur danse, elle te parle pas. Mais va quand même étudier. Va regarder des vieilles vidéos. Surtout que maintenant, t'as tout. C'est pas comme si, avant, il y avait des vidéos, on en entendait parler. C'est presque des légendes urbaines. Oui. Ouais, dans telle vidéo de Ivan, il fait ci, il fait ça, mais t'as mis 10 ans à récupérer la VHS, et quelqu'un avait copié, puis c'était en MPC, et toi t'avais un Palsecam, et c'est ça, et puis c'est en noir et blanc parce que ça avait mal été copié. Là maintenant, tout est sur YouTube, tout le monde a rippé toutes les vidéos, en plus tous les a en bonne qualité. Même les anciens documentaires, les anciennes VHS, des trucs des années 80, des années 90, tu vas quasiment tout trouver. Il y a peu de choses près. Tu vas quasiment tout trouver. En fait, aujourd'hui, tu as accès à tout. Et tu as aussi accès à des gens, des anciens, qui sont aussi sur les réseaux. Pour ceux qui sont encore en vie, et on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, c'est maintenant qu'il faut aller poser des questions aux anciens, faire des interviews avec eux, ou même leur demander. Même des fois, ça va être des détails. Ça va être des petites choses. Hein, comment vous vous habillez, ça se passait comment un événement, est-ce qu'il y avait des battles vraiment organisés, ou juste finalement tu allais en soirée. Et il y avait plein de musiques différentes, les gens dansaient. Et à un moment donné, il y avait quand même quelques sons qui se prêtaient un peu plus au break. Et là, il y a un cercle, hop, défi, et puis c'est tout. Puisqu'en fait, c'était beaucoup ça. Et les gens, ils ont commencé à un peu changer leur discours. Et là, ils se disent que genre, tu vas à un événement, ok, je vais à un jam. Et puis là, pendant 2 heures, c'est que des cercles qui ont défi. Et quand tu parles, même aux anciens New York, ils vont dire, on allait à une soirée, on allait à une block party. Il y a un peu de salsa, il y avait un slow, les filles dansaient avec les garçons. Et à un moment donné, il y avait des sons qui se prêtaient. Alors à l'époque du rocking, c'était là qu'il y avait genre Apache Line ou dans un cercle battle de rocking. C'était juste 2 ou 3 sons, pas plus. Alors des fois, ils vont dire, oh oui, on dansait, on faisait des battles de 45 minutes. Et c'est surtout que leur mémoire, elle est un peu altérée parce que c'était il y a super longtemps. Quand tu as 13-14 ans, quand tu danses, tu vois, un jour j'ai défié un tel, tu as l'impression que ça a duré 2 heures, mais finalement, tu as dansé sur 2 morceaux, ça a duré 7 minutes. Ce qui est déjà très bien pour un battle. Oui. Et mais tu vois, c'était juste une parenthèse au sein d'un autre événement qui était plus important finalement. Complètement. Donc tu vois, d'aller parler aux anciens et qui te dit ça, et là tu comprends mieux que finalement, quand tu vas en soirée ou quand tu vas à un événement, t'as pas besoin de danser pendant 4 heures, à te défier avec tout le monde et transpirer, etc. Comment tu fais pour danser pendant 4 heures déjà? C'est ça. Est-ce que tu as suffisamment de vocabulaire pour pas te répéter, pour pas être fatigué? Mais si tu vois, tu t'imprègnes de cette énergie-là, c'est-à-dire d'aller en soirée, tu vas t'imprégner de la vibe et tu vas connaître le bon moment où tous les ingrédients vont être réunis, où tout va être aligné pour, ok, là, à ce moment-là, c'est là qu'on va faire un cercle. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir une conversation où j'ai entendu parler d'un tel ou d'une telle, et puis là, on va aller se défier, tu vas te tester. Ça dure 10, 15, 20 minutes, ça dépend de la durée de ton battle. Tu check et puis après tu passes à autre chose, tu vas aller boire un verre et tu vas danser avec d'autres personnes. Cette espèce d'énergie un peu organique, ça si tu l'as pas vécu à l'époque, il faut quand même t'en imprégner en discutant avec les anciens. Donc c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, c'est important que les jeunes générations soient bien entourées et suffisamment de curiosité pour aller chercher l'information et ne pas hésiter à aller poser des questions à des gens qui ont un peu plus d'expérience ou des gens qui l'ont vécu à une certaine époque. Je trouve que c'est important, quoi. C'est super important ce que tu dis parce qu'en vrai aujourd'hui, les danseurs, ils vont que dans des soirées leur permettant d'avoir des breakbeats, du popping, que des sons comme ce type. Ils ont plus du tout la démarche. Cette démarche où on se dit bon mais on va pas tôt ou tard ils vont passer un son, je vais pouvoir me lâcher. On est là, on s'amuse et après bam le son est arrivé, on sache. Exactement. Il n'y a plus ça. En vrai. Parce que déjà à l'époque, les gens vont dire, on sortait, ils étaient bien habillés. Déjà. Les gens, ils allaient à un événement à New York, par exemple, il y a une block party. Il fallait que tu sois genre fresh. Oui. Tu vois. Et justement, les gens essaient de pas salir, tu vois. Il fallait pas abîmer tes baskets, parce que les baskets, il fallait qu'elles soient clean, tu vois. Mais personne allait en survêt avec des genouillères, des coudières et un bonnet pour faire des headspins. Ça, c'est que maintenant, à des événements où tu sais que tu vas pendant 3 heures, il va y avoir que du break, et tu vas t'habiller comme si tu étais à un entraînement. Mais à l'époque, ils allaient pour une soirée, ou même si c'était une après-midi, parce que des fois, c'était des trucs d'adolescents. Ce qu'ils appelaient des hooky parties, c'est des trucs d'après-midi, en fait. Même si c'est dans une salle, c'est des booms, en fait. C'est l'équivalent de petits booms. Mais ils allaient quand même bien habillés, parce que tu voulais aller t'amuser avec tes copains ou aller draguer des filles, tu vois.
Mais voilà, bien habillé. Et à un moment donné, ça break, mais ça dure 15 minutes. 15 minutes. Un peu de rocking, ou si c'est popping, locking. Et après, tu repasses à autre chose. Hop, il y a la séquence slow. Pour les latinos, ils ont mis une séquence où il y avait la salsa ou du merengue. Et tu vois, il y avait d'autres danses sociales. C'est important, en fait, que les gens ils gardent ça en tête, que c'était quelque chose, c'était des danses sociales avant tout. C'est le fait de se rencontrer, même si tu t'affrontes, parfois, mais le fait de t'affronter, c'est quand même aller à la rencontre de quelqu'un. Oui. Tu te confrontes à quelqu'un, mais ça reste quand même une rencontre. Donc, c'est important de garder cet esprit social. C'est des danses sociales, en fait. C'est super important ce que tu dis, parce qu'en vrai, je dis souvent aux gens, lorsqu'on se retrouve à être confronté à quelqu'un, ben en fait, c'est soi qu'on affronte, c'est son miroir à travers quelqu'un. Exactement. Donc, je pense que lorsqu'on affronte la personne, on devient ami après. On arrive à, parce qu'on s'est confronté avec elle, on arrive à avoir un discours et discuter ensemble beaucoup plus facilement. Et les appréhensions qu'on pourrait avoir pour X raisons, ben, elles fondent en fait. C'est vrai. D'où le fait pour moi, c'est important d'avoir cette confrontation avec les gens, parce que ça permet de créer des liens. Parce que moi, je suis plus dans l'esprit de créer des liens avec les gens. Je pense vraiment que tout un chacun peut apporter quelque chose, que ça soit de façon directe ou indirecte. Une connaissance sur un petit sujet qu'on ne connaît pas et qui amène à une vision plus large ou une autre réflexion sur quel que soit le sujet. Je pense que c'est vraiment important. Ben, Rory, franchement, ce fut super intéressant de discuter avec toi quand même, parce qu'en vrai, j'ai dit quand même, parce qu'en vrai, tu t'attendais pas. Je ne m'attendais pas parce que, tu sais, comme j'ai vécu en Guadeloupe, parti à 24 ans, je pense. Ok. C'était où? J'ai fait Bordeaux. Ok. J'ai fait Paris, mais j'ai un ami qui habite à Lyon. D'accord. Donc j'ai été à Lyon et j'ai un ami aussi à Strasbourg. Ok. Donc ce sont des villes que je vu un peu ce sont des villes que je connais. C'est ça, c'est cool. Donc j'ai été en Suisse aussi, donc je connais. C'est pour ça que j'ai demandé quand tu as parlé. T'étais où en Suisse? J'ai fait Lausanne et Bâle. Ok, bon, de toute façon, t'es à la frontière française. Et je connais un peu Genève, mais c'est que pour les soirées, donc voilà. De toute façon, la Suisse c'est petit, donc voilà, c'est pas. Tu fais le tour en une journée. Mais je me rendais compte au fil du temps de nos discussions qu'on a vraiment un parcours similaire dans la réflexion, dans la connexion, car quand on quitte l'endroit où l'on vient et on s'intéresse à la culture hip-hop, ben très souvent on recherche des infos qui nous manquent. Et en recherchant les infos, on se connecte systématiquement à d'autres gens qui nous apportent d'autres infos, qui nous amènent à d'autres gens, d'autres portes ouvrées. On voyage comme ça. Exactement. On voyage comme ça, on apprend plein de choses et du coup ça nous nourrit. Et plus on se nourrit et puis on se dit waouh, mais cette culture elle est beaucoup plus grande encore que ce que je pensais. Et là, même là, encore aujourd'hui, tu m'apprends d'autres choses, parce que les noms que tu as cités, je connais aucun de ces noms. C'est normal. Et pourtant, regarde, depuis le nombre d'années que je danse. Ouais, mais après, dans chaque discipline, c'est des niches, en fait. Et après, c'est des gens qui sont connus. Si tu t'intéresses vraiment à cette niche-là. Mais c'est sûr que, même si personne diffuse ces noms ainsi, c'est pour ça que c'est important de laisser une trace et de garder ces noms en vie par le biais de vidéos, par le biais d'écrits, tu vois, genre moi j'ai écrit un livre, c'est surtout pour ça, c'est pour garder cette histoire en vie, pour perpétuer la tradition, pour qu'elle se passe de génération en génération, pour pas qu'elle soit altérée, parce qu'après du jour au lendemain, n'importe qui peut récupérer, remanier l'histoire, réécrire l'histoire, et puis dire oh bah moi j'étais là, ou moi j'ai fait ci, ou oh bah le rocking finalement c'est né, je sais pas, c'est né à Strasbourg en 2012. Je vais te dire, bah non, c'est pas vrai. Mais si personne est là pour archiver, perpétuer, transmettre, bah, ça va vite se perdre. Et les vidéos ou, je sais pas, une petite vidéo TikTok, c'est cool, mais peut-être que dans 5-10 ans, ça va être autre chose. Bah oui. Ça sera perdu. Alors que l'écrit, par exemple,
Ça reste. Malgré tout, ça reste. Oui. Tu vois, on a tous étudié des livres qui se transmettent de génération en génération. Certains livres ont des millénaires même. Oui. Et c'est ce qui reste dans les bibliothèques et c'est ce qui est étudié, tu vois, dans les universités, etc. Donc, c'est important que tout le monde laisse une trace. Même si c'est pas, tu vois, quelque chose d'extraordinaire, même si ça ne touche que toi. Par exemple, si un jour tu dis, OK, bah, je vais rédiger un livre sur l'histoire du hip-hop en Guadeloupe ou plus généralement dans la Caraïbe, ben, même s'il n'y a pas un gros lectorat, au moins tu auras apporté ta pierre à l'édifice. Tu dis, OK, ben, moi, j'ai fait en sorte d'aller interviewer les anciens. Hop, j'ai retransmis ça, j'ai laissé une trace comme ça. Les petits frères, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ben, ils sauront d'où ça vient, qui a fait quoi, ici, sur ce territoire, à quelle époque. C'est hyper important. Là, on parle de hip-hop, mais c'est valable pour plein de choses. Pour n'importe quelle discipline, n'importe quelle culture. C'est hyper important. Et c'est pour ça que lorsque le frérot Aïk m'a parlé de toi, je dis Aïk, c'est une chance unique qu'on ait quelqu'un qui a une vraie expérience sur le rocking et qui, de surcroît, a couché ça sur du papier. Oui. Et c'est une démarche qui est très respectable pour moi. Car, comme tu disais, les nouvelles générations ne connaissent pas spécialement le rocking. Même la culture hip-hop, c'est assez vague pour eux. Donc, ça rentre complètement dans la démarche que j'ai entrepris, c'est-à-dire remettre juste en vue les gens qui ont fait, les activistes, anciens ou encore qui sont activistes, les remettre en avant, leur donner leurs props. Exactement. Et en leur donnant leurs props, les nouvelles générations, demain, quelqu'un peut taper Don't Stop the Walk, la personne tape ça, même par erreur. Hein. Oui. La personne voit ça. Oh, ça existe, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc? Et bam, la personne découvre ton livre, feuille un peu, se dit waouh, là c'est dédicacé. La personne voit, c'est quoi ce truc? Et s'y intéresse. Et ça, je suis vraiment super content d'être. Ben, merci en tout cas. Moi, je suis très content de l'avoir fait ici avec vous. C'est super cool. Et ouais, comme je te disais, c'est hyper important qu'on le fasse parce que dans les autres disciplines, même si tu prends des disciplines un peu similaires, on va dire, disciplines dites urbaines, même si j'aime pas ce mot-là. Par exemple, prends du BMX ou du skateboard. Tu vas taper sur Amazon, Google, tu vas dans une bibliothèque, tu vas trouver des tonnes de livres sur l'histoire du skate, sur des techniques, et tous les skateurs, ils savent qui a fait quoi, quel skateur a inventé tel tricks, ils connaissent leur histoire, et parce qu'il y a plein de livres, que ce soit le skate, le BMX, ou par exemple les arts martiaux. Tu vois, quelqu'un qui va s'intéresser à l'aïkido, taekwondo, karaté, tu vas taper Kung Fu sur Internet, tu vas trouver des livres. Directement, cette démarche, ils l'ont eu très tôt. Des manuels, tu vois, où tu as les petits dessins pour apprendre des mouvements de base, etc. On a tous vu ça quand on était petits, des livres d'arts martiaux, etc. C'est un truc qui se fait et c'est normal en fait. Que ce soit la gymnastique, les arts n'importe quel art martial, le BMX, le skate. Mais par exemple, le hip-hop, à part maintenant, tu vois, un petit peu le rap, tu vois, mais c'est plus certaines stars du rap qui vont raconter leur vie, c'est des biographies. Mais par exemple, en danse pure, en grave, ça se fait, mais c'est beaucoup pour archiver des photos de pièces. Tu vois, mais à part certains, tu vois, certains writers qui ont écrit un peu leur histoire et leur philosophie, mais c'est pas assez. En tout cas, en danse, il n'y en a pas énormément. Non. Tu vois, et puis, à part certains, peut-être, qui vont plus raconter leur vie, mais juste pour dire, ah ben moi j'étais le meilleur breaker, ou j'étais le meilleur popper, j'ai fumé tout le monde. Ça apporte rien de particulier. Non. Mais c'est très important qu'il y ait un peu, tu vois, l'archivage historique, de la pédagogie pour transmettre aux nouvelles générations. Et ça, malheureusement, on le trouve dans deux disciplines et pas dans les nôtres. Donc c'est pour ça que la démarche, là, elle se fait comme ça. Il faut qu'on fasse tous, en fait. Il faut que ce soit collectif. Pas juste se dire, moi je l'ai fait et c'est tout. Et, non, c'est donné à tout le monde. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais il faut le faire. Mais tu sais, c'est comme lorsque tu plantes une graine, hein, tu sais. Ça prend du temps. Exactement. Mais c'est peut-être même pas toi qui va voir les fruits. Mais en tout cas, tu auras planté la graine. Mais les racines s'ancrent bien au sol et après l'arbre arrive. Donc, en soi, c'est juste le fait d'avoir posé dans
dans l'univers s'agrène. Ouais. Et pour moi, une chose très honorable et respectable pour le coup et qui compte le plus. Car en soi, c'est pas important de récolter les fruits. Non. On a d'autres choses qu'on fait qui peuvent nous rapporter, Ouais. tu vois, par rapport pour vivre, je veux dire. Ouais. Mais le fait de pouvoir redonner dans l'énergie, ouais. c'est super important, surtout dans notre discipline où il n'y a pas beaucoup de gens qui redonnent et du coup, les jeunes, ils sont déjà délaissés à travers le côté social. Donc, leur remontrer des gens qui, je vais pas dire être des héros, mais des gens sur lesquels ils peuvent s'inspirer pour eux aussi dire, moi, je peux être quelqu'un. Ouais. Ça peut être quelque chose de super important. Ouais, je suis d'accord. Surtout de quartiers différents. Et non dit non, mais c'est parce que je pratique cet art, entre guillemets, qui me permet d'être quelqu'un. Donc, tout le monde peut pratiquer. C'est ça. Ouais. Tout pratiquer, c'est un langage universel. C'est un langage universel. Ouais, d'accord. Ben, sur ce, nous avons beaucoup conversé. Ben, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi. Je boitille toujours, désolé. C'est cool.